Un seul mot lâché depuis Washington a fait vaciller un continent entier. En promettant une intervention vicieuse en Afrique de l'Ouest, Donald Trump a réveillé 10 années de méfiance comprimée dans une seule menace publique. Mais que devient la promesse de souveraineté portée par Ibrahim Traoré lorsqu'un avertissement étranger suffit encore à faire bouger les marchés, les chancelleries, les casernes africaines et même les rues de Lagos? Et si cette phrase, plus qu'un simple excès rhétorique, marquait le début de la fin pour une Afrique maintenue sous tutelle sécuritaire apparente? Cette analyse promet de clarifier un affrontement beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Derrière une menace américaine, c'est la hiérarchie du pouvoir africain qui vacille. Le bénéfice est simple et direct. Une grille de lecture solide en moins de 12 mots, permettant de comprendre comment une phrase prononcée à Washington peut reconfigurer, presque instantanément, les marges de manœuvre politiques, sécuritaires et économiques des capitales africaines. La mise en jeu est considérable. À Abuja, chaque engagement pris sous pression extérieure modifie l'équilibre déjà fragile entre coopération utile et dépendance structurelle. À Niamey et à Bamako, une erreur d'interprétation peut entraîner un basculement vers l'isolement ou vers une escalade diplomatique indésirable. Et au-delà des gouvernements, ce sont les populations qui absorbent le choc. Prix du carburant, mouvement des marchés, repositionnement des alliés, signaux contradictoires des chancelleries occidentales. Une seule menace suffit parfois à révéler les lignes de fracture que les discours officiels tentent de masquer. C'est précisément ce que cette enquête s'engage à démêler. Deux révélations émergent immédiatement des premières heures suivant l'avertissement américain. Un seul terme, vicieusement, a ravivé près de 10 ans de méfiance accumulée, et le poids du marché pétrolier nigérian dépasse un seuil capable de remodeler toutes les alliances régionales. Ces deux données, longtemps négligées, réorganisent d'emblée la lecture de la crise. Elles montrent que l'incident n'est pas un simple épisode rhétorique, mais l'expression condensée d'une fracture préexistante qui traverse l'Afrique de l'Ouest. Dans les chaînes d'information africaines, la réaction est immédiate. Les plateaux se succèdent, les analystes défilent, chacun essayant de décrypter la portée réelle de la menace américaine. Pourtant, derrière les discours prudents d'Abuja, un récit parallèle apparaît dans les faits. Renforcement discret des ambassades occidentales, consultation d'urgence dans plusieurs capitales, signaux rapides envoyés par Paris pour préserver ses marges d'influence. La frénésie diplomatique révèle une chose simple. La phrase de Washington n'a pas seulement heurté l'oreille africaine, elle a fait vibrer toutes les fibres géopolitiques du Sahel. C'est dans cette tension que réapparaît la silhouette d'Ibrahim Traoré, non comme un antagoniste direct, mais comme un point de comparaison incontournable. Sa posture souverainiste, déjà scrutée depuis Bamako et Niamey, devient brusquement un repère pour mesurer la capacité des États à résister ou à composer. Son discours, dans un stade burkinabé, circule en boucle sur les réseaux nigérians, nourrissant une jeunesse inquiète d'un retour au schéma d'ingérence connu en Libye ou en Irak. Ce n'est pas une intervention, c'est une résonance, une onde portée par des aspirations régionales. Dans ce cadre élargi, le Nigeria, doué d'une puissance démographique dépassant les 200 millions d'habitants, se retrouve au cœur d'un paradoxe. Son économie reste dépendante d'infrastructures énergétiques dominées par des partenaires extérieurs, tandis que sa sécurité interne exige des arbitrages douloureux entre coopération et autonomie. Chaque geste, chaque phrase, chaque communiqué est scruté comme un marqueur d'alignement potentiel. Ainsi se dessine le véritable décor de la crise. Un continent où chaque mot devient action, où chaque réaction crée une onde, et où la souveraineté n'est jamais un état, mais une négociation permanente. Pour comprendre l'évolution rapide des premières 48 heures, il faut suivre deux trajectoires parallèles. Celle des institutions nigérianes, contraintes de réagir sous pression,
et celle d'un axe sahélien qui, depuis plusieurs années, tente de s'affranchir des dispositifs sécuritaires extérieurs. Ces deux lignes n'empruntent pas les mêmes chemins, mais chacune produit des effets mesurables dès les premiers instants. À Abuja, un premier microcas éclaire la mécanique interne. La réunion d'urgence convoquée par le président et son cabinet de sécurité. Les conseillers examinent les risques, évoquent les précédents, mesurent la portée des protocoles en vigueur. Le communiqué publié en fin de soirée se veut prudent, misant sur la coopération et la reconnaissance du soutien américain. Pourtant, ce choix soulève un dilemme latent. Comment maintenir une alliance sans paraître dépendant? Et comment exprimer la souveraineté tout en acceptant une aide indispensable contre les menaces internes? En parallèle, un second microcas se déploie plus au nord. Au Burkina Faso, les images du discours d'un leader sahélien circulent rapidement dans les réseaux nigérians. Dans les campus universitaires, elles alimentent les discussions sur la souveraineté. Dans certaines casernes, elles invitent à repenser les marges d'action locales face à l'ingérence extérieure. Ce phénomène, bien que spontané, illustre une contagion politique qui traverse les frontières sans nécessité d'accord formel. Ces deux exemples révèlent une vérité souvent esquivée dans les commentaires officiels. Les États africains réagissent en miroir. Ils s'ajustent, s'observent, se testent, consciemment ou non. La crise révèle donc moins une rupture qu'une série d'inflexions successives dont l'enjeu fondamental demeure identique. Le vrai test est la cohérence stratégique. Tout commence par une phrase. Une seule. L'avertissement de Washington tombe et le signal déclenche immédiatement une réaction en chaîne. Les rédactions africaines basculent en édition spéciale. Les chancelleries s'agitent, les marchés se crispent. Abuja tente de contrôler le récit, mais le temps joue contre elle. La mécanique du trigger est lancée. Dans les couloirs du pouvoir nigérian, le premier réflexe est administratif. Consolider l'information, vérifier les intentions américaines, anticiper les répercussions. Les rapports internes s'empilent. Les analystes relisent chaque mot. Les conseillers examinent les précédents. L'équipe présidentielle, sous tension, évalue les options disponibles. Désamorcer, coopérer, s'aligner, résister. Rien n'est simple. Chaque geste peut être interprété comme une soumission ou comme une provocation. Pendant ce temps, les partenaires occidentaux se réorganisent. Washington renforce discrètement ses dispositifs. Paris dépêche des émissaires. Londres demande des clarifications. Le but, garder un pied dans le jeu, maintenir l'accès, préserver l'influence. La réaction est rapide, presque automatique. La menace américaine n'est plus une hypothèse. Elle devient un argument diplomatique que chacun mobilise selon ses besoins. Dans le même intervalle, la rue africaine réagit. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags se multiplient. Les vidéos circulent. Les radios locales donnent la parole aux citoyens. Et là, un nom revient sans cesse. Ibrahim Traoré. Pas comme un modèle absolu, mais comme une alternative imaginaire, une idée, une posture, un refus. Dans les campus nigérians, le débat s'intensifie. Peut-on encore accepter une aide qui impose ses conditions? Peut-on se défendre seul? Peut-on rompre sans s'effondrer? La chronologie bascule vers le climax quand Abuja publie son communiqué officiel. Le texte est prudent, calculé, mesuré. Il réaffirme la coopération. Il remercie l'appui américain. Il invoque la sécurité régionale. Mais derrière la façade institutionnelle, le malaise s'étend. La classe politique se divise. Les élites économiques redoutent l'incertitude. Les organisations religieuses dénoncent une ingérence masquée. Les militaires, eux, observent. Ils évaluent l'équilibre. Ils cherchent des signaux. Au Sahel, la réaction est diamétralement opposée. Bamako parle de souveraineté. Niamey évoque rupture et autonomie. Ouagadougou diffuse les discours de résistance. Là encore, la figure de Ibrahim Traoré joue un rôle inattendu. Son influence ne se décrète pas,
elle s'impose. Ces mots résonnent comme un contrepoint direct à la prudence nigériane. Le contraste se transforme en miroir, coopération d'un côté, rupture de l'autre. Puis vient l'aftershock, rien ne se calme. Les ambassades occidentales modifient leurs protocoles. Les discussions multilatérales se multiplient. Les analystes africains publient des tribunes. Les investisseurs réévaluent les risques. Le flux commercial intra-africain fluctue. Les débats sur la souveraineté s'installent durablement dans l'espace public. Une phrase américaine, lancée en quelques secondes, produit ainsi des effets qui s'étirent sur des semaines. Dans cette spirale, le Nigeria n'avance pas seul. Chaque pays scrute son voisin. Chaque décision réécrit les marges de l'autre. La crise n'est plus un simple choc diplomatique. C'est un test de cohérence régionale, un révélateur brutal, une fissure qui s'élargit. Le contraste apparaît clairement lorsque l'on passe du discours aux chiffres. La dépendance sécuritaire nigériane n'est pas théorique, elle est mesurable. En 2020, en 2024, Abuja a reçu plus de 80 millions de dollars d'équipements militaires américains, un volume qui représente une hausse notable par rapport à la période précédente. Cette augmentation signale une intensification de la coopération, mais aussi un glissement. Plus l'aide progresse, plus les engagements de contrepartie s'accumulent. La progression brute masque une vulnérabilité structurelle. Phrase explicative. Cette hausse illustre une dépendance croissante difficile à inverser rapidement. Deuxième indicateur, tout aussi révélateur. Chaque dollar injecté par Washington entraîne environ 1,3 dollars de dépenses locales en maintenance. Ce ratio, rarement évoqué dans les communiqués officiels, reflète une réalité simple. Les technologies importées exigent un suivi technique que seuls des prestataires agréés peuvent assurer. La souveraineté opérationnelle se dissout alors dans la technicité du matériel. Phrase explicative. Ce surcoût entraîne une spirale budgétaire que l'État contrôle très difficilement. Troisième valeur structurante. Près de 38% des armes importées en Afrique de l'Ouest proviennent encore de pays de l'OTAN, tandis que les fournisseurs russes et chinois ne représentent qu'une fraction marginale. Ce déséquilibre façonne les dépendances à long terme car chaque fournisseur impose des standards, des protocoles et des chaînes logistiques spécifiques. Phrase explicative, cette asymétrie rend toute transition stratégique lente et coûteuse pour les États. Ces trois mesures, considérées ensemble, offrent une lecture limpide. La souveraineté militaire nigériane reste encadrée par des choix techniques accumulés sur plusieurs décennies. Elles expliquent pourquoi le discours officiel insiste sur la coopération, même lorsque la rue réclame davantage d'autonomie. C'est ici qu'intervient un élément souvent oublié. Les pays sahéliens engagés dans une politique de rupture progressive ont enregistré, depuis 2020, une hausse d'environ 7% de leur stabilité interne après réduction de leur dépendance militaire étrangère. Ce pourcentage ne prouve pas une causalité stricte, mais il éclaire une dynamique régionale que les observateurs ne peuvent plus ni plus ignorer. C'est dans ce mouvement que s'inscrit l'influence d'Ibrahim Traoré, perçu par une partie de la jeunesse nigériane comme une voie alternative, peut-être risquée, mais cohérente avec leur désir d'autonomie. Les décideurs nigérians, eux, lisent les chiffres autrement. Pour eux, chaque indicateur est un rappel brutal des limites d'une transition précipitée. Réduire la dépendance logistique exigerait des investissements massifs dans la maintenance locale. Modifier la chaîne d'approvisionnement impliquerait de longues négociations régionales. Changer de doctrine technique obligerait à revoir la formation militaire, les standards de communication, les procédures opérationnelles. Rien de tout cela n'est impossible, mais aucun de ces changements ne peut être immédiat. C'est cette tension
entre aspiration populaire et prudence institutionnelle qui façonnent les mois à venir. Les chiffres ne dictent pas la politique, mais ils en fixent les bornes. Et à l'intérieur de ces bornes, le Nigeria doit déterminer s'il suit la route de la coopération renforcée ou s'il amorce un mouvement progressif vers une plus grande autonomie régionale. Deux visions s'opposent avec une cohérence interne difficile à ignorer. La première, défendue par les partisans d'une coopération étroite avec Washington, soutient que l'alliance stratégique n'est pas une capitulation, mais un impératif opérationnel. Pour eux, le Nigeria affronte une menace multiforme: insurrection dans le nord, réseaux criminels transfrontaliers, pression religieuse, vulnérabilités énergétiques. Face à cette mosaïque de dangers, l'appui américain fournit ce que l'État ne peut produire seul à court terme: renseignements fiables, drones opérationnels, logistique structurée, délais de réaction réduits. Dans cette optique, la souveraineté n'est utile que si l'État survit assez longtemps pour l'exercer. Et survivre exige parfois de s'appuyer sur un partenaire puissant. Il rappelle que plusieurs opérations conjointes ont permis d'éviter des pertes majeures et d'interrompre des avancées insurgées. La seconde position, plus tranchée, repose sur une lecture inverse mais tout aussi structurée. Pour les souverainistes, dont certains se réfèrent à l'élan incarné par Ibrahim Traoré, aucune aide étrangère ne peut produire une stabilité durable. Ils soulignent que les États ayant dépendu de partenaires extérieurs ont vu leurs institutions s'éroder, leurs priorités se diluer et leurs marges politiques se réduire. Chaque base étrangère devient un précédent. Chaque protocole de coopération introduit une contrainte. Chaque équipement importé crée une dette technique que seul le fournisseur peut entretenir. Dans leur perspective, la véritable vulnérabilité n'est pas l'absence d'aide, mais la dépendance qu'elle engendre. Et le Nigeria, disent-ils, en paie déjà le prix. La confrontation de ces deux thèses ne produit pas une victoire immédiate pour l'une ou l'autre. Le Stillman révèle au contraire une tension légitime. Comment bâtir une autonomie crédible sans compromettre la sécurité immédiate? Les chiffres montrent les limites d'une transition trop rapide. Les expériences sahéliennes montrent les risques d'une dépendance prolongée. Le dilemme n'est pas binaire. Il est stratégique, graduel et exige une lecture du temps long. La souveraineté n'est pas un choix instantané, mais un chemin conditionnel. La bascule est immédiate. Au cœur de la crise, un détail presque invisible réoriente la trajectoire. Le débat ne tourne plus autour de la menace américaine, mais autour de la capacité africaine à décider pour elle-même. Ce glissement, passé inaperçu dans les premiers commentaires, devient soudain crucial lorsque les réactions régionales s'alignent ou se heurtent. C'est là qu'intervient l'effet miroir provoqué par l'élan souverainiste d'Ibrahim Traoré, non pas parce qu'il impose un modèle, mais parce que sa posture sert de repère implicite pour mesurer le degré d'autonomie acceptable. Au Nigeria, ce reflet craignant crée une tension nouvelle. Si certains prônent la coopération comme garantie de stabilité, d'autres y voient un renoncement progressif à la liberté stratégique. Le midpoint révèle alors un paradoxe. Plus les grandes puissances multiplient les signaux rassurants, plus la suspicion régionale augmente. Et plus Abuja tente de ménager ses alliés, plus la rue nigériane interroge le prix réel de cette modération. Le centre du récit change. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer une menace, mais de décider qui fixe les règles du jeu. Les répercussions du choc diplomatique se déploient désormais dans 4 sphères distinctes, chacune révélant comment une phrase prononcée depuis Washington a pu remodeler les lignes de force du continent. Et dans chacune de ces sphères, l'ombre d'Ibrahim Traoré pèse comme une variable silencieuse mais déterminante. Dans cette partie, sphère nationale, Nigeria sous tension.
La crise a rouvert des fractures anciennes. Dans le Sud, les élites économiques défendent la continuité de la coopération sécuritaire. Sans soutien extérieur, craignent-elles, les infrastructures pétrolières deviennent vulnérables. Dans le Nord, communautés religieuses et organisations locales dénoncent une ingérence masquée derrière la rhétorique antiterroriste. L'opinion publique se morcelle. Gratitude prudente pour certains, méfiance viscérale pour d'autres. Un chiffre domine pourtant le débat. 62% des Nigérians interrogés estiment que le pays doit d'abord compter sur ses propres forces. L'idée d'autonomie cesse d'être un slogan pour devenir une revendication quasi domestique. Dans cette partie, sphère diplomatique, Abuja sur une ligne étroite. Les États-Unis multiplient les signaux amicaux, mais chaque offre inclut des protocoles contraignants. L'Union européenne reste floue, préférant les messages consensuels à un positionnement clair. Pendant ce temps, Moscou et Pékin comblent les vides. Livraisons ciblées, investissements rapides, propositions d'infrastructures. Le Nigeria cherche un équilibre, mais chaque pas est interprété comme un alignement. Le pays veut coopérer sans dépendre, dialoguer sans s'assujettir. C'est un exercice périlleux, où chaque formulation pèse autant que chaque décision. Dans cette partie, sphère économique, réalignement discret mais réel. L'impact financier est immédiat. Depuis la déclaration américaine, les investissements directs étrangers ont reculé d'environ 11%, tandis que les flux commerciaux intra-africains, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont augmenté d'environ 8%. Le paradoxe s'installe, moins d'ouverture globale, mais davantage de circulation régionale. Les économistes y voient les prémices d'un réalignement structurel. L'idée d'une économie africaine recentrée sur elle-même, souvent théorique, acquiert une consistance nouvelle. La crise devient alors un catalyseur involontaire. Dans cette partie, sphère régionale, le tournant sahélien. Au Sahel, la dynamique est plus visible encore. Les discours souverainistes s'amplifient. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger consolident leurs fronts communs. Des coalitions civiles se forment. Les services de plusieurs chancelleries parlent désormais d'un syndrome Traoré, la capacité d'un seul leader à infléchir la grammaire politique d'un continent sans disposer d'une puissance militaire écrasante. Le Nigeria observe, inquiet mais attentif. Il sait que chaque mouvement de son voisinage reconfigure ses propres marges d'action. Ces quatre sphères montrent une trajectoire convergente. La crise n'est pas isolée. Elle agit comme un prisme révélant les tensions accumulées et accélérant des tendances déjà présentes. Et dans cette recomposition silencieuse, la question centrale demeure: jusqu'où l'Afrique peut-elle remodeler ses alliances sans renoncer à son autonomie? Les 6 à 12 prochains mois ouvrent trois trajectoires possibles pour l'Afrique de l'Ouest, chacune dépendante des choix stratégiques du Nigeria et des réactions en cascade qu'ils provoqueront. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils délimitent les chemins plausibles, les marges de manœuvre réelles et les risques que chaque capitale devra assumer. Le compromis sous condition. Dans cette configuration, Abuja maintient sa coopération sécuritaire avec Washington, mais sous un cadre resserré. Le Nigeria exige des protocoles moins intrusifs, une plus grande transparence sur les contreparties et une marge d'autonomie renforcée dans la gestion opérationnelle. Les États sahéliens poursuivent leur politique de souveraineté, mais sans rupture frontale. Les tensions demeurent, les débats aussi, mais la région évite une escalade. Les marchés se stabilisent progressivement. Les partenaires extérieurs adaptent leur stratégie sans s'engager dans une confrontation directe. Ce scénario préserve l'essentiel, mais n'apaise pas les fractures internes. L'intégration panafricaine. Dans cette trajectoire,
Plusieurs gouvernements africains se coordonnent pour bâtir un socle stratégique commun, mutualisation du renseignement, corridors économiques régionaux, partenariats industriels africains, coopération militaire limitée mais structurée. Le Nigeria, prudent, rejoint l'effort sans s'y fondre totalement. Les investissements intra-africains augmentent. Certains pays subissent des pressions et sanctions occidentales, mais l'ensemble gagne en cohésion politique. Les opinions publiques voient émerger un horizon continental plus autonome. Cette dynamique demande de la discipline, de la patience et une confiance mutuelle rarement atteinte, mais elle transforme la crise en opportunité structurante, la spirale de dépendance. Ici, la pression internationale augmente. Certains gouvernements, fragilisés par l'insécurité ou les tensions internes, acceptent de nouvelles tranches d'aide assorties de conditions plus strictes. Les budgets militaires explosent, les protocoles étrangers s'amplifient, les opinions publiques se radicalisent. La souveraineté devient un slogan vide tandis que la marge politique s'effrite. Le Nigeria navigue tant bien que mal, mais se retrouve entraîné dans un système où chaque engagement limite un peu plus sa liberté d'action. Ces scénarios ne sont ni des certitudes ni des fatalités. La meilleure boussole consiste à raisonner en termes de dépendance réduite et non de ruptures absolues. Trois publics, trois attentes, trois manières d'absorber le choc nés des mots américains. Pourtant, derrière leurs différences, une même inquiétude affleure. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les querelles diplomatiques. Chaque groupe vit la souveraineté comme une réalité concrète, presque quotidienne, et non comme un concept abstrait. Les citoyens ordinaires réagissent d'abord par le prisme du vécu. Prix du carburant, stabilité des routes, sécurité des quartiers, disponibilité de l'électricité. Leur priorité n'est pas l'idéologie, mais la continuité de la vie normale. Ils veulent un État capable de protéger, sans brader son autonomie. Ils ne réclament ni héroïsme ni rupture brutale, mais une politique qui renforce réellement leur marge de sécurité. La jeunesse connectée, elle, voit dans la crise actuelle un enjeu identitaire. Les récits internationaux lui semblent souvent biaisés, insuffisants ou condescendants. Les plateformes numériques deviennent un espace de réappropriation politique. Les jeunes Nigérians, comme beaucoup d'autres en Afrique de l'Ouest, transforment les débats en symboles, en slogans, en revendications. Ils cherchent un futur où leur continent ne serait plus un terrain d'expérimentation extérieure, mais un acteur souverain. La diaspora, dispersée de Londres à Montréal, vit la crise sous l'angle narratif. Elle observe comment les médias internationaux cadrent ou déforment les événements. Elle envoie de l'argent, partage des analyses, corrige des récits. Pour elle, l'enjeu principal n'est pas de choisir entre coopération ou rupture, mais d'exiger une représentation équitable de la réalité africaine. Ce groupe mesure directement l'impact des discours extérieurs sur l'image du continent. Ces trois voix, apparemment dissonantes, convergent pourtant vers une même demande: que le pouvoir cesse de parler à la place du peuple et commence enfin à parler avec lui. Sortir de la dépendance ne relève ni du slogan ni du romantisme politique. C'est une méthode qui exige du temps, des institutions solides et une volonté constante. Plusieurs capitales africaines esquissent déjà des pistes concrètes, dont certaines résonnent avec l'insistance d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté comme pratique, non comme posture. Une stratégie viable repose sur 5 étapes successives, chacune mesurable. Pour expliquer l'objectif: diminuer de 15% en un an l'appui technique extérieur. Voici les moyens envisagés: renforcer les unités locales de maintenance, former des équipes d'ingénierie militaire, créer des stocks régionaux de pièces essentielles. L'indicateur retenu est le suivant: taux d'autonomie opérationnelle des bases stratégiques. Pour expliquer l'objectif: consolider une architecture régionale fonctionnelle.
Voici les moyens envisagés. Plateforme commune, standardisation des communications, cellules mixtes aux frontières. L'indicateur retenu est le suivant. Fréquence des opérations coordonnées et délai de transmission des données critiques. Pour expliquer l'objectif, créer un fonds alimenté par 5% des revenus pétroliers. Voici les moyens envisagés. Investissement dans le raffinage, le stockage et les énergies hybrides. L'indicateur retenu est le suivant. Part des importations énergétiques remplacées par la production locale. Pour expliquer l'objectif, intégrer dans les programmes scolaires une histoire contemporaine non filtrée. Voici les moyens envisagés. Modules dédiés aux indépendances, aux coalitions régionales, aux leaders modernes. L'indicateur retenu est le suivant. Taux d'adoption nationale des nouveaux curricula. Pour expliquer l'objectif, publier un rapport citoyen sur les partenariats internationaux. Voici les moyens envisagés. Divulgation des coûts, contreparties et résultats. L'indicateur retenu est le suivant. Niveau d'adhésion publique et réduction des zones d'opacité. Ces étapes n'annoncent pas une rupture immédiate. Elles construisent une souveraineté durable, graduelle, mais tangible. Dans le tumulte des déclarations officielles, une image persiste, comme un fil rouge reliant les événements. Celle d'un jeune officier debout dans un stade rempli, le poing levé sous un ciel chargé. Cette scène, captée au Burkina Faso, puis diffusée de Lagos à Kano, ne doit rien au spectaculaire. Ella Inking incarne une certitude discrète. Un peuple peut se relever sans permission. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être un simple personnage politique pour devenir un miroir, renvoyant à chaque société africaine sa propre capacité à dire non. Le contraste est saisissant. D'un côté, les palais présidentiels où l'on mesure chaque mot, de peur de froisser un allié. De l'autre, les foules qui réclament la dignité comme un droit inaliénable. Entre les deux, un espace fragile où se joue l'avenir du continent. Ni rupture aveugle, ni dépendance éternelle, mais une quête de cohérence intérieure. Le récit, depuis le début, tourne autour de cette tension entre prudence et fierté, entre peur du chaos et désir d'autonomie. Le stade n'est pas un décor, c'est un rappel. La souveraineté n'est pas un cri, mais une endurance. Une marche longue, lente, souvent ingrate, mais nécessaire. La liberté n'attend que le courage de la porter. Dans cette recomposition silencieuse du paysage africain, aucune capitale ne peut prétendre avancer seule. Chaque décision prise à Abuja, Bamako ou Niamey influence son voisin, réoriente un marché, modifie un récit. Les alliances se transforment, les certitudes vacillent, et les peuples observent avec une attention nouvelle ce qui autrefois semblait réservé aux diplomates. C'est dans cet espace partagé que se joue désormais l'avenir. Un lieu où l'indépendance ne s'oppose pas au dialogue, où la coopération ne doit plus signifier soumission et où chaque citoyen peut contribuer à redessiner le cadre collectif. L'histoire ne se réécrit pas par décret. Elle se construit par une somme de choix modestes mais répétés. Questionner les évidences, partager les analyses, interroger les chiffres, discuter les alliances, demander des comptes, défendre une vision. Aucun État n'est condamné à la dépendance et aucune rupture n'est obligatoire. Tout repose sur la volonté de comprendre et d'agir ensemble. Alors, dans cette transition incertaine mais fertile, une question demeure ouverte pour chacun. Quelle Afrique voulons-nous construire et avec quel choix commencer dès aujourd'hui?